Bonsoir à tous et bienvenue à cet énième numéro de l'Intégrale qui, comme vous le savez, nous permet de découvrir ensemble une personnalité qui offre pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Kovi Bertin, ici dans les jardins du Palace Sofitel, qui, bien sûr, je serai accompagnée dans notre émission L'Intégrale. Alors, docteur, je vais commencer par vous dire ceci. Nous avions pris la peine de fouiller un peu dans votre vie et nous avions enregistré quelques vidéos que vous aviez eu à réaliser dans vos multiples voyages. Nous vous prions de bien vouloir regarder de quoi il s'agit. Qui mieux que vous-même pour vous présenter ici au plateau? Personne, en effet. Je suis Bertin Kovi, psychologue de la communication. Je suis né un 8 novembre 1970, même si je ne suis pas vieux, je ne suis pas jeune non plus. Voilà. Merci, docteur. Oui, docteur Kovi Bertin, vous êtes notre invité. Vous êtes comme psychologue de la communication ou bien peut-être conseiller à l'image du président de la République quand nous vous recevons. C'est sur quelle casquette vous voulez qu'on aborde cette émission? Alors, pour que l'émission puisse être utile à tout le monde, je préfère être neutre, c'est-à-dire être moi-même, être juste un être humain, c'est-à-dire un psychologue de la communication, c'est-à-dire mon métier ou ma formation de base. Oui, psychologue de la communication, qu'est-ce que ça dit pour le commun des Équato-Guinéens ou des téléspectateurs qui nous suivent, puisque seulement psychologues de la communication qui sont nombreux à savoir qu'est-ce que ça voudrait par là dire. C'est vrai, je prends l'exemple du Bénin, nous sommes seulement deux. Il y a un prêtre catholique qui est lui, philosophe de la communication. Moi, je suis psychologue de la communication. C'est pratiquement la même chose. Mais c'est quoi la psychologie de la communication? La psychologie de la communication, c'est un cours dont 40% du module est basé sur la psychologie générale et 60% est basé sur les croyances. Et quand je dis les croyances, vous me verrez, j'ai une Bible ici. Je n'ai pas, a priori, je n'ai pas la Bible en main parce que je suis chrétien, juif, évangélique, ça n'a rien à voir. Pour moi, la Bible est d'abord un livre de croyance, un livre de sagesse universelle. J'aurais pu amener un Coran, c'est-à-dire le livre sur lequel est basée la foi musulmane. Si les Nganga ou bien les Vaudous, c'est-à-dire les religions traditionnelles, avaient écrit, j'aurais pu aussi avoir leur livre ici. C'est-à-dire, nous apprenons les croyances, parce que vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un si vous ne connaissez pas sa croyance. Donc, c'est déjà ça. Alors, la psychologie de la communication, pour venir à ceci, je vais vous donner un exemple. Beaucoup ne comprennent pas la différence ou bien la fréquence ou le poids de chaque mot. Quand quelqu'un vous dit « je te promets », il ne faut pas attendre un résultat positif. La promesse est faite sur le plan énergétique pour être déçu. Mais quand quelqu'un vous dit « je m'engage », assurément il fera ce qu'il a dit. Les deux mots semblent dire la même chose, mais ce n'est pas la même chose sur le plan de la psychologie de la communication. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un dit « je t'offre », c'est différent de « je vous donne ». Celui qui donne, vous ne faites aucun effort pour avoir ce qu'on vous donne. Mais celui qui offre, il y a une participation de celui à qui on offre pour avoir accès à ce qu'on lui offre. C'est de ce point de vue que nous disons que Dieu offre tout mais ne donne rien. Ça voudrait dire l'opportunité est là pour celui qui est prêt à se lever et la saisir. Mais celui qui veut dormir, ce serait là. C'est que ce serait comme un riche qui dort comme un pauvre ou bien qui meurt comme un pauvre. Maintenant, docteur, donc celui qui aurait donc mérité le don de Dieu, c'est celui qui a cherché avec la conviction alors. Bon, alors je voudrais emprunter, puisque vous semblez vous intéresser à cela. Allons dans Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Mais je vais me contenter du verset 9. Dieu dit quoi dans Josué chapitre 1, verset 9, Dieu dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi, ne t'épouvante pas, ça veut dire n'aie pas peur, ne te fatigue pas, ne sois pas découragé. Tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Si Dieu en vient à dire ne te fatigue pas, ne te décourage pas, ne t'épouvante pas, continue, marche, même si c'est lourd, continue de marcher, je serai avec toi. Ça voudrait dire que le succès est au bout de l'effort. Et je voudrais renchérir en allant dans Matthieu chapitre 7 et verset 41.
On dit, et si quelqu'un te dit de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Vous allez voir des employés qu'on engage et à midi pile, il rentre chez lui parce que c'est l'heure pour laquelle il est engagé. Ça. Il ne veut pas faire d'heures supplémentaires pour son patron. Il vient à 8h moins 5 si c'est l'heure d'ouverture, enfin 5 minutes avant l'ouverture et 5 minutes après la fermeture, il s'en va. Comment vous voulez qu'il réussisse dans ces conditions-là? Alors docteur, vous nous amenez déjà dans les méandres déjà divines. Mais maintenant, revenons sur quelle différence y a-t-il entre un psychologue de la communication et peut-être un curé ou un pasteur? Ah d'accord, très bien. La différence entre un psychologue de la communication pur et dur et un curé et un pasteur, c'est qu'un psychologue de la communication n'est pas religieux. Lui se sert de la sagesse qu'il y a dans les livres de croyance comme une sagesse humaine. Ça n'a rien à voir pour lui, ça n'a rien à voir avec un culte à un quelconque Dieu. Parce que tout compte fait. Quand on parle d'abord de Dieu, il y a eu beaucoup de principes où on a dit Dieu a dit de ne pas faire. On a dit Dieu a dit de ne pas faire parce qu'on sait que la sagesse vient avec la peur du gendarme. Et à l'époque où on écrivait ces textes-là, les êtres humains n'avaient peur que de Dieu. Donc on se servait de Dieu pour même régenter parfois la société. Il y a des lois aujourd'hui, on dit le Parlement vote une loi. Prenons le Parlement guinéen, vote une loi. Mais on sait que les Guinéens n'ont peur que de Dieu. On va leur dire Dieu a dit de ne pas faire. Donc pour nous n'abordons pas ni la Bible, ni le Coran, ni les religions traditionnelles en tant que croyance spirituelle. Nous prenons leur test, leur sagesse en tant que sagesse qui puisse servir à un être humain pour réussir sa vie. Ceci n'empêche pas que quoi que vous ayez fait, la sécurité de la communication, vous trouviez une foi religieuse. Parce que malheureusement, c'est curieux, mais tous les êtres humains, en se penchant là de toujours tomber dans la religiosité. Un psychologue de la communication peut être toujours un religieux, mais sa fonction primordiale, ce n'est pas de sauver, bon très bien, alors pour simplifier, sa fonction, ce n'est pas de se préoccuper de ce que votre âme devient après la mort, mais c'est ce que vous êtes pendant votre vivant qui l'intéresse. Moi, je ne parle pas... Par exemple, réveiller les connaissances. Réveiller les consciences, oui, éduquer les gens. C'est-à-dire, nous préoccupons de ce que vous êtes sur la terre, et on laisse au pasteur et auprès de s'occuper de ce que vous devenez après la mort. Voilà, maintenant, un psychologue de la communication a-t-il des convictions religieuses? Ben, je le disais tantôt, oui. Ben, moi, je suis tombé dedans comme ça. J'avoue qu'au départ, je me moquais presque tous les jours de ceux qui me parlaient de Dieu. Parce que c'est une formation qui, si vous n'y prenez pas garde, vous allez finir par ne même plus croire à ce que les autres disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais j'ai eu des expériences personnelles qui m'ont convaincu qu'au-delà de ce que nous avons appris, au-delà du fait que nous avons sorti Dieu des tests religieux, Dieu se révèle toujours à nous par des voies données. Et effectivement, en dehors de mon métier de psychologue de la communication, je suis un prédicateur de l'évangile. Mais c'est deux choses différentes. Donc ça veut donc dire que vous avez déjà deux casquettes alors? Bien sûr, ça ce n'est pas faux. Celle d'être un psychologue de la communication, un prédicateur également. Oui, parce que mon métier ma formation de psychologue de la communication me permet de connaître les Écritures. Je peux les citer. Quand je prêche, je n'ouvre pas la Bible. Pourtant, je vais vous citer des versets tout le temps. Mais au départ, ce n'était pas pour convaincre quelqu'un d'aller au paradis ou bien à venir être sauvé. Je ne suis pas dans cette... Enfin, ce n'est pas ma mouvance, ça. Voilà, ce n'est pas ma priorité. Mais ceci étant dit, Dieu est souverain. Dieu s'est révélé à moi par d'autres moyens qui m'ont permis de comprendre que effectivement ces tests-là que nous croyons être seulement des sagesses humaines d'une autre époque ont vraiment été dictés par un esprit plus puissant que le nôtre. Mais est-ce que Dieu peut se révéler à tout le monde? Est-ce que c'est tout être humain qui a cette faculté-là de recevoir peut-être, s'il faut lui dire, la visite divine? Tous les êtres humains, oui. Et ça n'a rien à voir avec leur qualité, est-ce qu'ils sont saints, est-ce qu'ils sont pécheurs. Dieu est partout, même en enfer. Dieu est Dieu. Même en enfer, Dieu est Dieu. Et dans le vol, dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'assassinat, Dieu est Dieu. Mais maintenant, c'est Dieu qui se révèle à vous et qui change votre cœur. C'est-à-dire, pour nous et pour moi personnellement, c'est-à-dire, il ne faut pas chercher Dieu seulement là où les gens sont droits. Dieu va choisir même ceux qui ne le sont pas et les transforme. Je prends David dans la Bible. David est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ce que dit la Bible. Pourtant,
David est celui qui a le plus transgressé toutes les règles divines. Donc effectivement, Dieu se révèle à tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. D'ailleurs, Dieu parle tous les jours à tout un chacun. Mais le drame, c'est que nous ne l'écoutons pas. Nous doutons de ce que nous avons entendu. Combien de fois il vous est arrivé un événement, vous vous dites, mais tiens, pourtant je vais douter, ou bien, ah oui, j'aurais pu. Parce qu'il y a toujours la voix intérieure, c'est-à-dire que nous appelons Dieu, qui vous parle. Par donc, exemple, j'ai l'impression déjà d'avoir vécu cette histoire quelque part. Il nous arrive souvent de vivre de telles situations, mais on ne réalise pas qu'au fond de nous, c'est la fameuse voix qui nous parlait. Absolument, et vous avez raison, Madame Alene, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, Alicia, oui. Alors, la chose est celle-ci, c'est que, donc on l'appelle l'intuition. Donc on peut l'appeler l'intuition. Peu importe. Féminine d'ailleurs. Ah bon, c'est féminin. Bon, je ne le savais pas. Alors, peu importe le nom qu'on lui donne, mais il y a forcément, c'est-à-dire une voix, une fréquence. Je vais vous dire une chose, c'est que chacun d'entre nous est comme s'il avait un numéro, sa carte SIM à lui. C'est-à-dire il est actif sur une fréquence donnée. On peut le captiver. Je vous donne un exemple. Vous pensez à quelqu'un. Et 2 minutes après, il vous appelle. Il dit, mais tiens, je viens à peine je pensais à lui. Mais en fait, le fait de penser à lui a été un appel que vous l'avez lancé. Oui, donc peut-être des émissions. Absolument. C'est une émission, oui. D'onde. Vous savez, les êtres humains ont fini par perdre ce qu'ils sont réellement, pas ne plus comprendre ce qu'ils sont. D'ailleurs, c'est ce qui fait que quand un pasteur, je n'ai rien contre le pasteur, mais quand quelqu'un fait une petite guérison ou bien quelque chose d'extraordinaire, on dit là, fait un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est la nature de tous les êtres humains, c'est ce qui est normal, ça. L'homme est énergie, l'homme n'est pas son corps physique. Je vous donne un exemple. Et allons toujours dans la Bible. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, la Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu est quoi? Esprit. Donc l'homme est esprit. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 7, que la Bible dit, Dieu a pris la terre, il en a fait un corps et il a soufflé l'homme dedans et l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire quoi? Quand on prend le corps et on met l'esprit dedans, ça produit l'âme. L'âme est donc l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Ce qui veut dire, le corps ne peut pas directement toucher l'esprit et l'esprit ne peut pas directement toucher le corps. L'âme est l'intermédiaire. Et c'est l'âme qui a des défauts, c'est l'âme qui a des péchés, c'est l'âme qui a des envies, c'est l'âme qui vole, c'est l'âme qui ment, ce n'est pas l'esprit. Et pourtant, à vous entendre, c'est que il y a déjà une discordance pour certains des pasteurs et hommes d'église qui disent que c'est plutôt le corps, la chair qui normalement nous pousse au péché. Oui, très bien. C'est une question, c'est une compréhension. Il faut faire la part des choses. Et quand on dit la chair, beaucoup de pasteurs ne comprennent pas. Les mots n'ont plus le même sens aujourd'hui. Quand on parle de la chair, on parle, c'est-à-dire, c'est une façon détournée de parler de l'âme. Vous croyez que le corps lui-même peut se lever? Non. Il faut une dimension énergétique qui vous pousse à certaines choses. C'est l'âme, ce n'est pas la chair. Quand ils disent la chair, quand ils parlent de la chair, ils parlent au fait de l'âme. Et donc les désirs charnels. Les désirs charnels. Les désirs charnels sont les désirs de l'âme, ce n'est pas autre chose. Ok, docteur. Nous vous avions suivi dans vos 2 casquettes, comme mon cher le disait tout à l'heure. Surtout dans sa casquette de psychologue de la communication. Mais quand même, M. Kouvi, est-ce que, qu'entendez-vous par exemple de l'initiation, est-ce qu'un psychologue de la communication peut initier quelqu'un, que ce soit dans la voie divine ou bien peut-être dans la voie du diable? Voilà. Oui, là, vous me faites rire et je vais répondre. Je vais vous dire tout de suite que pour moi, psychologue de la communication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu sans diable et il n'y a pas de diable sans Dieu. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair, mais faudrait-il que vous compreniez d'abord la fonction du diable. Allons dans Job, chapitre 1, verset 6. La Bible dit, les fils de l'Éternel, les fils de Dieu étaient réunis et Satan était parmi eux. Vous comprenez? Ça voudrait dire, c'est-à-dire, quand on lit la Bible telle que je la lis, on se rend compte que le diable n'est pas forcément ce que la religion ou bien nous avons voulu en faire aujourd'hui. Le diable, ça d'abord, laissons même le terme diable, et prenons Shaitani. Shaitani veut dire en hébreu, ça voudrait dire le procureur, l'accusateur. Vous verrez que dans la Bible, nous disons dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus est notre avocat, c'est ça non? C'est devant la cour de Dieu, Jésus est notre avocat.
on a un procureur, c'est-à-dire un accusateur, et c'est le diable, c'est-à-dire c'est Satan qui est l'accusateur. Mais pour la psychologie de la communication, nous ne croyons pas, c'est-à-dire on n'enseigne pas le fait que beaucoup disent non, le diable m'a poussé à faire tel péché. Le diable ne peut pas te pousser à faire un péché. Ce sont les désirs de ton âme qui te poussent à pécher. Et le diable est là pour t'accuser. Jésus est là pour te défendre en tant qu'avocat devant la cour céleste. Du moins, c'est la cosmogonie, c'est-à-dire c'est la croyance qu'on veut qu'on garde ça. On l'accepte comme ça. Ça dépend de votre foi. C'est la foi que vous lui ajoutez qui permet que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais de façon ramassée, c'est cela. Jésus est celui qui vous défend. C'est-à-dire, il est mort à la croix pour nous racheter de nos péchés, pour nous défendre. Et Satan est celui qui nous accuse de nos péchés. Et Dieu est c'est-à-dire le Père Céleste qu'on appelle ici Azamou, je ne sais pas. Donc voilà, enfant. Très bien. Enfant. Bon Dieu. Bon, le bon Dieu est là pour être au fait le président du tribunal. C'est la structuration de la croyance. Chacun y va de comment est-ce qu'il accepte. Donc c'est un peu cela. Donc à initier à Dieu ou bien initier au diable, non, ce n'est pas l'objet. La sécurité de la communication, ce n'est pas son objet. Son objet, c'est vous permettre de profiter des erreurs, c'est-à-dire des temps passés pour mieux vous inspirer. Les êtres humains n'ont pas changé. Depuis 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, 10 000 ans, nous sommes toujours restés les mêmes. Nous sommes sujets à faire les mêmes erreurs que ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont fait. Alors si on a un test qui nous structure la vie, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire, si on les respecte, ces tests-là, est-ce qu'on croit en Dieu, est-ce qu'on ne croit pas en Dieu? Mais respecter ces règles-là nous permet de vivre correctement et facilement. C'est l'objectif de la psychologie de la communication. Maintenant, le religieux va s'occuper de qu'est-ce que votre esprit devient après la mort. Ça, je laisse ça aux prêtres et aux pasteurs. Ah oui, Alicia, vous aviez une question déjà Je reviens aux vidéos qu'on a regardées tout à l'heure. Oui. On a vu d'ailleurs comment il parcourait le monde tout entier. Oui. Et bien sûr, notre pays inclus à l'intérieur. Alors, j'aimerais savoir, docteur, qu'est-ce qui vous motive à faire tout ceci? Puisque à regarder les images, on vous voit maintenant sous une autre facette. La facette peut-être premièrement, d'un politicien, peut-être de loin, de quelqu'un qui aime peut-être l'économie, un économiste. Oui, j'avoue, je vous remercie pour ça, de l'avoir remarqué. En fait, ma formation de base, je suis économiste, initiateur de projet. C'est par la suite que j'ai fait la psychologie de la communication. Et j'ai fait, je vais vous dire, j'ai fait la psychologie de la communication pourquoi? Pour comprendre l'être humain. Oui. C'est pour comprendre l'être humain que j'ai fait la psychologie de la communication. Il y a Cicéron, 300 ans avant Jésus-Christ, qui dit il y a deux qualifications qui vous prédisposent à bien gérer les êtres humains. Il y a l'armée, c'est-à-dire les métiers des armes, qui vous préposent à diriger les hommes avec intelligence. Et il y a les humanités. Et dans les humanités, on a la religion, et dans la religion, on a la psychologie de la communication, on a la philosophie, la sociologie, le droit. Mais les sciences exactes ne vous préparent pas à diriger les êtres humains. Parce que diriger les êtres humains, c'est quoi? C'est pouvoir comprendre la contorsion de leur esprit. Et ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas l'économie qui vous propose à ça. Et moi, je voulais comprendre les êtres humains, et bien je suis allé faire ces formations-là. Et revenons donc sur le fameux initiateur des événements. Là, on vous a d'abord vu, aux côtés des grands hommes, des chefs d'État africains, des renommées internationales. Oui, par exemple, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, dont nous, on va parler de notre président après. Mais revenons d'abord sur un autre événement où on vous a d'abord vu au four et au moulin, c'était au Bénin, lors de la remise du titre honorifique au président de la République, le professeur Honoré Koza, par l'université Obiangema Mbazo maintenant du Bénin, qui jadis était l'UPIB, l'Université Polytechnique internationale du Bénin, où on vous a vu au four et au moulin. Mais qui êtes-vous au juste? Vous avez dit certes que vous êtes un psychologue de la communication, mais on vous voit déjà comme quelqu'un qui a déjà d'autres penchants peut-être politiques. Vous savez, c'est vrai, ben, je vous trouve très, très curieux et vous m'avez vraiment cherché à connaître. Oui, en 1997, j'avais encore 26 ans. J'ai eu
comme l'indique la photo d'ailleurs. Vous étiez encore jeune avec le président Denis Sassou. Oui, j'ai eu l'insigne honneur d'être retenu dans l'équipe qui devait permettre au président Sassou Nguesso de revenir au pouvoir. Parce qu'il était parti, Lissouba était là, il devait refaire son comeback. Ben, il y a eu une sélection à l'international et j'ai été retenu. Donc bref, la marche a commencé en 97 avec le Congo-Brazzaville. Et le Congo, j'ai fait le président Yadema du Togo, paix à son âme, et Ouad, Bozizé, dont j'ai conseillé les communicateurs à un moment donné, et Babangida, Hamama. Bref, au Bénin en 2006, j'ai été le directeur de communication du candidat contre qui Yahibouni a gagné, Adrien Ombedi. Oui, oui, qu'on connaît bien sûr, politique. Et ça, ce sont les essais que j'ai écrits sur lui. Oui. Ça, ce sont mes essais, c'est moi qui ai écrit, pour démontrer, parce que tout ça là, c'est moi qui ai écrit. Parce que, au fait, la communication politique, c'est un métier. Car la psychologie de la communication est le plus utilisée en politique. Oui. Et en communication politique qu'ailleurs. Parce que c'est la politique où vous avez le plus besoin de toucher le cœur des gens, de toucher leur subconscient, de leur faire comprendre la réalité des choses. Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Donc, effectivement, ça me fait au moins déjà 7 présidents que j'ai côtoyés. Alors là, professeur, je vous arrête tout de suite pour revenir. Mais mériter cette estime, cette responsabilité des grands hommes comme le chef d'État, ça veut dire que vous êtes doué peut-être d'un tact, mais qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui vraiment, pourquoi seulement à vous? Qu'est-ce qui motive? Quelles sont les motivations peut-être de ces chefs d'État? Au moins, livrez-nous les secrets, vos secrets. Alors, mon secret, si vous voulez juste un secret, eh bien, je n'en ai pas deux. Oui. La Bible. C'est la Bible. La Bible. C'est la Bible. Et vous avez dit comment, qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous me poussez à chanter, même si je n'ai pas une belle voix aujourd'hui. Oui, je voudrais aller dans Exode 15. Oui. Exode chapitre 15, versets 1 à 4. L'hymne que Moïse et le peuple d'Israël ont adressé à l'Éternel quand ils ont traversé la mer Rouge à sec, pendant que Pharaon et ses chars ont été engloutis. Oui. Je l'aime bien ici en espagnol. Ce serait du remake, mais enfin nous allons chanter. Mi fuerza y mi poder, c'est le Seigneur. Elle est mi salvation. Au moins, j'ai quand même dit quelque chose. Mi fuerza y mi poder, c'est le Seigneur. Elle est mi salvación, Él es mi Dios, yo le alabaré. El Dios de mis padres, yo le ensalzaré. Eh bien, on n'a pas assez de temps. Maintenant, je comprends. Non, je voudrais dire ceci. Et je voudrais qu'il me soit permis de louer, de magnifier, d'exalter, d'exulter, d'acclamer, de proclamer, de célébrer, de chanter, de prier, d'adorer et de dire Azamakiba. Oui, ceci n'est possible que par Dieu. Moi-même, mon propre père me pose la question, Bertin, pourquoi toi? Voilà. Effectivement, je ne me l'explique pas. Au fait, vous savez, Dieu vous... bon, j'ai 2 casquettes, donc le religieux va prendre le pas, c'est le psychologue tout simple. Oui. C'est-à-dire, Dieu il vous prépare à votre insu. Quand le président Sassou, en 97, m'a fait l'insigne honneur de me choisir, je ne le méritais pas. Je venais à peine de finir mes études universitaires. Je vais vous dire une chose que je voudrais dire à chacun ici. Mon père fut enseignant, ma mère ménagère. J'ai eu beaucoup de nuits où j'ai bu de l'eau pour me coucher. C'est pour ça, moi je peux dormir, c'est-à-dire par terre et être heureux. Dormir à Hilton ou bien à Sofitel, être aussi heureux. Je suis né au village, né dans une case, dans l'indifférence, dans la pauvreté, dans l'humiliation. Ce qui fait que je ne m'attache à rien. Nous allons mourir et laisser tout ce que nous avons pu trouver. Alors, qu'est-ce qui fait ma force? C'est l'Éternel Dieu par qui tout ceci est possible. Parce qu'il dit dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 8,
La Bible dit que Dieu prend le pauvre, l'indigent de la cendre et il le met à la table des grands. Qui, moi, je suis pour que je prends le président Obiang, que je considère comme le plus grand de tous ceux-là que j'ai connus comme mon président, pour qu'il puisse m'accepter et appeler mon nom à Sipopo pendant que je faisais juste ce que Dieu m'a demandé de faire connaître les réalisations de la Guinée équatoriale, les œuvres que le président fait, que Dieu fait à travers Obiang Bazogo. Moi, je faisais juste ce que Dieu m'a demandé et lui me fait l'honneur d'appeler mon nom. Et il dit, honorable Seigneur Docteur Kovi Bertin. Alors, Docteur Kovi Bertin, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être, nous dire comment avez-vous fait pour rencontrer le président de la République? Ah, ça encore, c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que, et Seigneur Polycarpe Mounsumumba, enfin je l'appelle donc Polycarpe Mounsumumba, qui est sur la route de l'aéroport, est mon témoin. C'est à lui qu'il faut aller poser des questions pour qu'il vous parle un peu de moi. Je suis dans la communication politique, mais je suis aussi exportateur de ciment. Ah, homme d'affaires encore, on revient. Donc c'est lui. Un caméléon. C'est lui qui m'a pour la première fois invité en Guinée équatoriale pour signer un contrat de livraison de ciment avec moi le 1er août. Je suis venu en Guinée la première fois le 1er août 2008. Le 3 août 2008, nous avons signé le contrat. Et le soir, je suis allé me coucher et quand je dormais, j'ai fait un rêve. Et permettez-moi de dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, avant que ce contrat ne se fasse, tu dois faire connaître au monde entier tout ce que tu as vu ici. Tout le miracle que je fais en Guinée équatoriale. Car c'est un peuple qui était rejeté, qui était humilié, que j'élève. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais toujours est que je suis allé dire à Polycarpe Mounsumumba, Dieu m'a dit, il faut que tu m'amènes chez ton président pour que je le fasse connaître au monde. Il m'a dit, mais comment? Tout est local ou bien que de ce genre. Ça veut dire que vous êtes un peu fou. Et le contrat s'est arrêté là. Il a tout fait pour que je ne fasse pas. Mais toujours est que, en 2009, je l'ai encore appelé pour lui dire, en 2011, notre contrat va reprendre. Il arrive fatigué. J'ai dit, et je lui ai ajouté, tant que tu ne m'as pas aidé à faire la promotion de la Guinée équatoriale, tu auras des problèmes, tu ne pourras pas faire du ciment. Et ça fait 5 ans que ce monsieur a des problèmes. Il n'a pas encore, depuis 5 ans, il n'a pas livré un seul bateau. Il a perdu 250 millions à force de vouloir acheter du ciment. Aujourd'hui, heureusement, maintenant il est très content de dire à Kovi, même sans moi, tu as réussi à faire connaître la Guinée équatoriale. Espérons que je pourrai faire I have a dream que vous avez dit que vous avez fait un rêve, oui. Un rêve qui est devenu réalité. Réalité, oui. Absolument. On s'est retrouvés. Parlez-nous de ce titre de professeur Honoré Koza, déjà, qui a auréolé le président de la République tout récemment et que vous étiez, sinon, l'un des principaux instigateurs de ce grand projet. Livrez-nous les secrets. Alors, je vais vous livrer. Je vais commencer d'abord par la première cérémonie. Oui. La première cérémonie, je n'étais pas venu ici réellement pour honorer le président en 2012. Je suis revenu ici pour faire mon ciment. Avec Polycarpe Mounsumumba toujours. Oui. Et on avait des problèmes. Alors, je me couche encore et la voix intérieure me dit encore, ben, écoute, je t'ai dit, il faut faire connaître au monde entier ce que je fais à travers le président ici. C'est des songes. Oui, alors, je dis, mais comment? Mais quelle est cette voix? Je ne le connais pas. Parce que, contrairement à ce que vous pouvez croire, ce n'est pas aussi simple que ça de connaître le président Obiang Bazogo. C'est un homme gentil, oui, mais c'est un homme aussi puissant qui fait que c'est dit, ça dit avec respect. Ça dit, vous allez devant lui avec respect. Et je n'avais personne pour m'introduire. Le seul que je connaissais, c'est Polycarpe. Polycarpe dit que je suis fou. Très bien. Alors, donc, comme par hasard, et ça, je voudrais rendre témoignage, le ministre Balthazar Nguenjo, comme on dit ici, oui, qui m'a reçu dans le cadre du ciment toujours, voulait m'acheter du ciment. On a parlé, on n'a pas du tout parlé de politique parce que je ne savais pas exactement qui il était. Moi, on m'a présenté un acheteur de ciment, c'est tout. Oui, bon, pour la petite histoire, pour le moment, il est le ministre à la primature chargé de l'intégration oui, régionale. Mais moi, quand on s'était rencontrés le 28 avril 2012, je ne savais pas qui il était.
j'avais un acheteur de ciment potentiel, il avait un fournisseur de ciment potentiel. Dans le cadre des affaires? Dans le cadre des affaires. Quand je suis retourné à l'hôtel, je me suis couché, j'entends encore la même voix me dire, je n'étais pas venu voir Balthazar Ngouin-Diop pour du ciment. C'est lui qui va t'introduire au président pour que tu fasses mon travail et faire connaître ce qu'il fait. Quelle révélation? Je vais vous dire. Alors, le lendemain matin, j'ai pris ma feuille, parce que vous n'aurez pas quelqu'un sans savoir ce qu'il a fait. J'ai pris ma feuille et j'ai commencé par essayer de débaucher les rêves du président. Et j'ai écrit des choses que j'ai dû vérifier, qui sont révélées vraies. Chacune s'est révélée vraie, comme si une voix me révélait ça. C'est comme la profondeur le tirant d'eau du port de Malabo. Ça fait combien de mètres la profondeur? Moi, tu ne le sais pas. Ah ben alors, très peu de Guinéens le savent. Ça fait 16 mètres. Mais quand j'ai dit ça, ben, il s'est trouvé quelque chose. Comment tu peux le savoir? Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Donc, l'inspiration. J'ai écrit mon dossier, que je suis allé, j'ai demandé le bureau du ministre Balthazar, et on m'a amené effectivement à son bureau. J'ai eu la chance de rencontrer une secrétaire ou bien un chef cabinet ou bien une assistante, comme il faut l'avoir, Rufina Mangue. Oui. Et quand elle a dit, Monsieur Kovi, je ne vous connaissais pas, mais il faudrait que mon ministre vous reçoive parce que je veux effectivement que ce projet réussisse. Et c'est elle, effectivement, qui a, quand le ministre est venu, elle lui a fait un mémo, le ministre m'a reçu. Et ça, il dit, mais ils savent pas, je vous connais, non? Je dis, oui, il y a une semaine, on était ensemble. Il dit, le cadre des affaires. Il dit, mais comment est-ce que subitement de vendeur de ciment, vous connaissez tout ceci? Je dis, non, ben, il y a tel projet. Je voudrais savoir si le président veut me faire l'insigne honneur d'accepter d'être honoré. Et ça, on était le 5 mai 2012. Oui. Le 5, le soir même, il a voyagé, il est allé à Paris. On faisait l'élection qui allait faire envoyer Sarkozy qui embêtait les Africains. Il est parti à Paris. Et quand il est revenu une semaine après, il m'a appelé pour dire que le président a accepté l'idée. Maintenant, il faudrait nous introduire la notification de l'université elle-même. Bueno, c'est là où je suis allé encore en moi-même, j'ai prié, dit, oh Dieu, quelle université va honorer le président? Et la même voix m'a dit que l'université polytechnique internationale du Bénin. C'est comme ça que j'ai choisi cette université-là. Quand j'ai appelé l'université, ils m'ont dit, mais écoutez, nous, bon, on fait honorer Scosa, oui, mais le président, c'est trop gros. J'ai dit, non, Dieu s'occupe de ça. Donc, bref, je me suis occupé de tout, de A à Z. J'avoue quand même, il n'y a pas d'intelligence s'il n'y a pas eu de préparation. J'avais déjà pour une habitude de faire des honoris causa, mais c'est avec l'université Okada qui est au Nigeria, où je donne des cours de temps à autre. Mais cette université que je voulais, qui est une très grande université, Dieu a dit non. Tu prends l'université polytechnique internationale du Bénin. Et j'ai pris, je dirais même le moins qualifié de tous. Mais quand Dieu veut honorer, ce n'est pas ce qui brille qui intéresse Dieu, c'est la profondeur, la grandeur de l'image. Parce que vous allez voir que le PIB m'a fait tellement plaisir et honneur et surpris en remplissant la ville de Cotonou des images du président Obiangema Bazogo. Et ça, aucune université ne ferait. D'ailleurs, même au Bénin, jusqu'à aujourd'hui, aucune université, même l'université nationale, n'a encore jamais fait honoris causa comme celle que le PIB a fait. En remplissant la ville. Les images passées en boucle dans les télévisions. Ça a été fait en direct durant 3 heures de temps. Oui. Alors il fallait le faire. Donc bref, il y a eu cette première cérémonie. Et à cette cérémonie, je vais vous faire une surprise. Je n'ai rencontré le président que le jour de la cérémonie, le jour où on l'habillait. Oui. C'est là où je l'ai vu pour la première fois. Et quand on est venu, vous savez, quand on veut faire une cérémonie, le président vous reçoit d'abord. La même voix m'a dit, non, on ne veut pas voir le président. Toi, reste dans la salle, organise les choses. Ce que j'ai fait. On est venu, on a fait le discours, on a fini, on est parti. Je n'ai jamais demandé à rencontrer le président en tête à tête. Je suis parti parce que ce n'est pas ce que je suis venu chercher. Arrivé à Cotonou, tout le monde, les journaux commencent à écrire, ah, Kovi a pris 6 milliards. Oh, voilà. Ceci, 6 milliards. Oh, tout ce qu'ils ont fait là, c'est des milliards. Si le président est juste et Dieu est juste, le président sait qu'il n'a rien dépensé pour ça. Le ministre Augustin Nzeumfumu est témoin. Ils n'ont rien dépensé. Nous n'avons, oui, à un intellectuel comme on en trouve peu en Afrique. C'est un monsieur pour qui j'ai du respect. C'est-à-dire, il sait que nous n'avons rien demandé. Ça a été ma condition à l'université. Vous ne prendrez rien.
Si le président se montre généreux en vous donnant quelque chose, ça c'est autre chose. Vous n'allez pas honorer quelqu'un en le lui vendant. Parce que, pour couper courage, vous allez poser cette question, mais je vais vous répondre avant de continuer. Effectivement, dans la tradition des honoris causa, c'est ceci. En principe, celui à qui on donne honoris causa, au préalable, doit avoir fait un geste à l'université d'abord. Soit une caution. En tout cas, il y a plusieurs formes. Soit il construit d'amphi pour vous, soit il fait une donation, et c'est après ça que vous l'honorez. Il faut obligatoirement une participation. Il faut une participation en principe. Bon, sinon, si ça n'a pas été le cas. Non, c'est ça la règle. Mais ça n'a pas été le cas puisqu'il n'a pas demandé, puisqu'il n'était même pas informé, puisqu'il n'a pas fait de démarche. Non, je suis communicateur politique. Il arrive souvent que, d'ailleurs même aujourd'hui, j'ai beaucoup de présidences en Afrique qui me contactent pour dire nous voulons que vous fassiez honorer notre président. Dans ces conditions, il faudrait qu'il paye. Je ne l'ai pas encore accepté, je ne l'accepte pas tout simplement parce qu'on ne sert pas de maître. Pendant que je fais honorer le président, ou bien je ne veux pas subitement qu'on me retrouve en train d'honorer un autre président. Suivre deux lièvres à la fois. Non, 2 lièvres, ça ne m'intéresse pas. Alors là, docteur, comme le temps nous prend déjà, docteur, puisqu'il faut encore parler d'un autre, puisque vous avez parlé affaire de sous pour le premier titre honoris causa. Maintenant, on a encore parlé de sous pour l'autre de l'université de l'Ural, oui. On disait que le titre de professeur a été biaisé, qu'il y a eu corruption, par exemple, que le président de la République a déboursé des faramineuses sommes pour recevoir ce titre. Et quelle est votre version, vous qui étiez sinon le principal organisateur de ce titre? Non, pas l'organisateur. Et c'est pour ça que le président Obiangema Bazogo vivra et il vit très longtemps. Et je demande que le peuple fasse le psaume 21 tous les jours pour lui, en reconnaissant devant le monde entier, Dr Kobe Bertin, initiador, je ne parle pas espagnol. Initiateur. Ok, del projeto, c'est ça qu'il a dit. Voilà. Oui, c'est vrai. Et le ministre Evuna, pour qui j'ai un amour de fils. Alejandro Evuna, oui, ministre à la présidence. Pour qui j'ai un amour de fils, est mon témoin. La plupart de ceux qui étaient à Sipopo le 2 décembre, jusqu'à 30 minutes de l'événement, ne savaient pas pourquoi ils étaient là. J'en suis témoin. Alors pour vous dire quoi? Quand on a fini la cérémonie de Cotonou, les mêmes choses que vous dites, les journaux écrits, c'est-à-dire on m'a vilipendé, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Tous les Béninois qui pouvaient vouloir d'argent, c'est chez Corvi qu'on allait parce qu'il a ramené 6 milliards. Donc tout le monde en était convaincu. Alors comment leur dire que je n'ai pas pris l'argent? Pourtant, je n'ai pas demandé. D'où la question. Peut-être que j'aurais pu demander, le président me donnerait, mais c'est moi qui n'ai pas voulu. Parce que mon Dieu m'a dit, ce n'est pas une question d'argent. Vous savez, le président Obiang est un homme juste et un homme grand. Et un homme juste et un homme grand a souvent des ennemis forts et têtus. Et quand vous faites ce que je fais pour la Guinée équatoriale, dont on veut ternir l'image, vous devenez la première personne qu'il faut éliminer. La battre. Et ça, je ne suis pas innocent. C'est mon métier, la communication, donc je connais notre milieu. Mais je n'ai pas peur, parce qu'il est écrit, Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les préserve du danger. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas la religion, c'est de la psychologie. Alors, pour dire, la Russie, quand les gens commençaient par critiquer, j'ai envoyé Horizon 2020 au Nigeria, j'ai envoyé en Russie, j'ai envoyé en Australie. La plupart, je vais vous faire quand même la confidence, l'Université du Nigeria, dont je vais taire le nom, m'a dit si le président peut nous donner 3 millions de dollars, on va l'honorer. Tout de suite, la voix intérieure m'a dit ceux-là, il faut les rayer. C'est ce que j'ai fait. Non, ce que j'ai rayé. Oui. Et les Australiens, s'ils peuvent nous construire un campus, on va l'honorer. Mais les Russes ont répondu sans rien demander. Ils n'ont ni demandé 100 francs ni 200 francs. Ils ont juste dit si ce que vous dites est vrai, eh bien ce monsieur ne mérite pas d'être docteur, il mérite d'être professeur. Parce que le professorat, c'est 3 ans après le doctorat. J'ai entendu même, beaucoup de journalistes dire qu'il a été fait docteur. Non, à ce propos, c'était le professorat. 3 ans après le doctorat. Oui. Maintenant, il a un rang magistral, il peut enseigner à n'importe qui, dans n'importe quelle université. Ces théories peuvent peuvent servir d'exemple pour d'autres personnes. Alors, ceux-là ont dit qu'ils étaient prêts à l'honorer. Ils ont envoyé, j'ai demandé la lettre de notification. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé ça le 16 juin 2013. Je suis donc venu ici
avec la lettre de notification. Ils m'ont demandé, nous avons besoin des images de la Guinée équatoriale. Vous avez dit de bonnes choses, mais on n'a pas d'image. J'ai pris la peine de prendre l'argent que mon chien doit prendre pour manger. Mon chien est mort de faim pour pouvoir faire cette vidéo-là. Mais j'étais sûr que Dieu était assez généreux pour me donner un autre chien. Bref, j'ai effectivement envoyé les images et ils en étaient heureux. Par la suite, il fallait quand même aller en Russie. Oui. Je me suis dit, si je dois aller en Russie, il ne faudrait pas que ce soit le président qui paye. Parce que s'il paye, vous savez, j'ai pour principe, quand quelqu'un est honoré, c'est lui qui dépense de l'argent, il ne commence pas à faire le malin. Je ne dis pas que ça me gêne que le président fasse le malin. Mais quand celui qui est honoré, c'est lui qui dépense. Il n'est plus honoré, il a acheté. Je suis allé en Russie. Et Dieu m'est témoin, j'ai mon billet. Et le ministre Alejandro Vunao est là. Et l'ancien secrétaire général de Ajuntos Exteriores, Arsenio Moro, oui, il m'est témoin. Je suis allé en Russie avec mes propres moyens. C'est moi qui ai pris mon billet. Et lui, nous sommes tous chrétiens, nous avons prié ensemble. Et il était dans une joie qu'il est venu me donner 100 000 francs. C'est de ces 100 000 là que je suis allé acheter à EcoBank 80 €. J'ai donc quitté l'Afrique avec un billet d'avion et 80 €. Alors que je m'en vais en Russie parler de qui? Parler de Obiangema Bazogo. Et quand je suis venu en Russie, même pour les Russes, je suis venu avec... Tout le monde connaît que je suis venu avec une valise remplie d'or. Donc bref, le président n'a pas payé ni d'argent, ça n'a pas été une question d'argent. Maintenant, pour faire venir les autres, pourtant, toute la cérémonie qui a été faite en Russie a coûté plus de 100 000 €. Ce n'est pas le président qui a payé, j'ai eu du sponsoring. Vos propres frais? Non, ce n'est pas moi. Des partenaires aussi? C'est du sponsoring. Des gens qui ont tellement aimé ce que j'ai dit, qui ont financé au profit. Vous savez, vous pouvez faire beaucoup de choses sans forcément sortir vos propres sous. L'essentiel, c'est que Dieu soit avec vous. Dieu a financé, nous avons fait cette cérémonie. Bref, je les ai invités à venir à Malabo. Ils sont venus à Malabo, ils ont parcouru la ville, ils ont vu qu'effectivement le président a fait de grandes choses. Et ils ont décidé de faire la cérémonie. Pour votre information, madame, un instant, pour votre information, le président Obiang a été informé à 11 h le lundi 2 décembre que Dr Kouvi, les invités ceux qui ont honoré le président sont à Malabo. Il dit, ah bon, ils sont déjà là? Ok, on fait la cérémonie le soir. Selon ce que j'avais dit au ministre Evuna, une semaine à l'avance, je lui ai dit, quand Dieu a dit c'est le 2 décembre parce que c'est Dieu qui va honorer le président. Il dit, Kouvi, comment tu peux dire encore ça? Il dit, non, Dieu veut l'honorer. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Il dit, c'est quand? Il dit, le 2 décembre. Il dit, mais le 2 décembre, le président prépare un voyage. Il dit, le 2 décembre, tu vas voir. Quand ils sont venus, il est allé devant le président, lui a dit, monsieur le président, les Russes qui t'ont honoré sont à Malabo. Il dit, ah bon, ils sont là? On fait la cérémonie le soir. Donc c'est ainsi que la cérémonie a été faite le soir. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était vraiment une réussite éclatante et les images parlent d'elles-mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, d'après ses convictions, une fois de plus, sa parole s'est accomplie. Absolument, oui. Absolument. La parole, c'est le verbe s'est fait chair. Docteur Kouvi, est-ce que vous allez vous arrêter dans ce si bon chemin ou bien vous préparez encore d'autres grandes surprises aux Équato-Guinéens et à l'entourage du président de la République? Oui, ce qui me réjouit, c'est qu'après la cérémonie, nous avons fait de public, nous avons pris 10 pages aux États-Unis, dans des Africains, ce magazine. Oui. Ce magazine, des Africains, et vous pouvez voir, ça c'est les images. Oui. Ça c'est parce qu'on parle de la Guinée équatoriale en général, les relations du président dans le monde et la cérémonie. Bref, de Sipopo, toutes les cérémonies. Et ici, ce magazine a été distribué. Oui. Ce magazine a été distribué directement à Obama, au président américain, à son secrétaire à la sécurité. Oui. À son ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire aux membres du Sénat, oui, aux membres du Parlement et au Parti démocratique. Bref, ça serait aussi distribué c'est-à-dire à tous les ambassadeurs qui sont aux États-Unis. Nous avons remis 300 copies à l'ambassade de Guinée équatoriale aux États-Unis, à qui j'ai demandé de garder 50 copies et d'envoyer 250 au gouvernement. Ça va venir d'ici à là. Aujourd'hui même, j'ai remis
une copie à la secrétaire du ministre des Affaires étrangères qui est en voyage. On va lui remettre ça à son retour. Des copies sont remises au président, déjà. Bref, pour dire quoi? Vous savez, le monde, et nous sommes presque des étrangers dans le monde. Nous sommes des étrangers. Alors quand on veut vous créer des problèmes, on dit Nations Unies et les grands décident en votre nom. J'ai voulu que les grands connaissent les réalisations du président Obiang Mbazogo. C'est pour ça que je l'ai fait honorer par une grande université en Russie, une université d'État. Ceux qui parlent d'argent, est-ce que la Guinée a les moyens de la Russie? La Russie est le premier pays producteur de pétrole. Est-ce que vous projetez à l'avenir dans notre pays? Ben, je vous remercie de vous préoccuper des projets à venir. Mais avant d'aller aux projets à venir, je voudrais juste qu'il me soit permis de conclure ce que je disais. Le président sera fait, ou plutôt est fait, Dr Honoris Causa, par d'autres prix Nobel d'économie, c'est-à-dire ils sont 14 au monde, il sera le 15e. Il va être le 15e de ce club-là au Kazakhstan, à un forum économique qui regroupe 136 pays. Et le Kazakhstan, je vais en parler un tout petit peu, c'est 16 millions de population avec 1 500 000 barils de pétrole par jour. Ils ont de l'or, de l'uranium, c'est un pays immensément riche. Et comme malheureusement le président Obiang Mbazogo ne fait rien sans qu'on ne croit qu'il a acheté, le Kazakhstan est immensément plus riche que la Guinée équatoriale. Donc on ne peut pas acheter le Kazakhstan. Oui. Alors non, il faudrait qu'on s'entende. Tout comme on n'a pas acheté la Russie. Ah bon, on n'a pas. Mais la Russie également est immensément riche. La Russie est énormément riche. Donc, c'est-à-dire, les gens, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas rendre justice au président. Quand quelqu'un fait bien, et quand Dieu honore quelqu'un, vous ne pouvez pas l'empêcher d'être honoré. Celui que Dieu a élevé, personne ne peut le rabaisser. Et dans le livre de Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 6, eh bien, ceux qui lisent la Bible, qu'ils aillent lire, Dieu a demandé qu'on note de la tête de Obiang l'opprobre que d'autres personnes avaient voulu mettre sur sa tête en disant il ne fait rien, il ne fait rien. Les réalisations sont là et même les aveugles les voient. Mais je vous remercie. Au fait, quels sont mes projets d'avenir? Le seul projet d'avenir que j'ai aujourd'hui, après que les réalisations du président Obiang aient été connues du monde entier et que les aveugles aient vu, les sourds aient entendu, eh bien, c'est de faire en sorte que la Guinée redevienne une puissance agricole. Parce que l'argent n'est pas une richesse, c'est le travail qui est une richesse. La Guinée a du pétrole, la Guinée a aujourd'hui de l'argent, mais la Guinée n'est pas encore riche. Et ça, le président le dit tous les jours. C'est pour ça que le président a dit à Accra en 2010, il voudrait que la Guinée sème le pétrole. Semer le pétrole, c'est quoi? C'est se servir de l'argent du pétrole pour donner les moyens ou bien la capacité agricole à la Guinée équatoriale. En retroussant les manches, tout simplement. Ah ben oui, que tout le monde se mette au travail. Mais on ne va pas demander aux Guinéens non plus d'aller au champ comme nos grands-parents faisaient. Il faut l'agriculture mécanisée, moderne aujourd'hui. Donc de ce point de vue, la Guinée équatoriale qui a 850 000 hectares de terre cultivable n'utilise qu'à peine, n'utilise qu'à peine 230 000 hectares. Donc on en a encore assez. Et il faut faire en sorte que l'État fasse en sorte qu'on prépare toute cette terre-là pour l'agriculture. Moi, je suis en train de vouloir proposer ou bien suggérer qu'au moins 100 000 hectares soient utilisés pour le maïs, 100 000 hectares pour le palmier à huile, 100 000 hectares pour le cacao, 100 000 hectares pour la canne à sucre, 30 000 hectares irrigables dont la Guinée a la capacité pour le riz. Pourquoi? Et le reste maintenant, manioc, igname et autres tout. Pourquoi ceci? Nous voulons faire de l'industrialisation, c'est bien, mais on va industrialiser si on ne va pas sur la production de ce qu'on a produit. On va se retrouver dans une économie extravertie où on sera comme si on était toujours dans le pétrole. Il faut que ce soit plutôt le Guinéen qui travaille et enrichisse la Guinée et non plus que ce soit l'État qui travaille pour enrichir le Guinéen. Que le Guinéen se mette devant la scène. De la scène et travaille. Et que le Guinéen, le président l'a dit dans son discours de fin d'année. Vous savez, moi je l'ai bien écouté. Hein. Il a dit qu'il faudrait que les Guinéens se mettent ensemble pour produire la richesse. Ça voudrait dire qu'il faut organiser les Guinéens en coopérative. Nous allons prendre l'exemple de la Malaisie par exemple, où on a fait en sorte que 1800 hectares soient donnés, soient mis à la disposition de coopératives de 400 personnes qui travaillent ensemble. C'est comme ça que la Malaisie est devenue une puissance économique aujourd'hui. À partir de quoi? À partir du palmier à huile. La Guinée équatoriale est même
potentiel? Nous en savons un peu, docteur, car notre voisin, le Cameroun, on sait très bien qu'ils sont... Le Cameroun s'en sort pas mal avec son agriculture. Donc, effectivement, donc on va s'y atteler. Ah, s'y atteler, je veux bien. Mais le président l'a dit, il faudrait aujourd'hui... enfin, nous allons peut-être, je ne sais pas si je peux avoir le courage d'en parler ici, mais qu'il me soit permis de le dire. Si le président demain disait, avant d'être député, avant d'être maire, avant d'être ministre, il faut que chacun puisse montrer de 10 hectares de plantation. Je vous dis, dans une semaine, dans un an, la Guinée sera une terre agricole. Merci, docteur. Merci d'avoir été notre invité. Et nous espérons que vos conseils seront mis en pratique par nos compatriotes, comme il le disait tout à l'heure, équato-guinéens. Et merci à vous, chers téléspectateurs, car nous avions reçu une personnalité qui nous a livré intégralement sa vie afin que nous puissions en tirer profit. Et à ciao ciao pour le prochain numéro.